Bonjour à tous. Donc les chroniques Steve McQueen continuent. Donc on va passer au quatrième numéro. Je vais traiter du film La proie des vautours dans cette chronique numéro 4. Donc La proie des vautours, Never So Few en américain. C'est un film de guerre réalisé en 1959 et d'une durée d'environ 2 heures. Ce film est réalisé par John Sturges sur un scénario de Millard Kaufman, d'après le roman de Tom Shamals. La société Metro-Goldwyn-Mayer et Canterbury produisent le film. Le directeur de production, c'est Edmund Grenger, sur une musique de Hugo Freythofer. Il faut savoir que ce film est sorti à Paris le 8 juin 1960. Dans ce film, Steve McQueen interprète le rôle de Bill Ringa. C'est un chauffeur et un militaire. Il a pour partenaire des acteurs de grands noms comme Frank Sinatra, qui tient le rôle principal avec son personnage du capitaine Tom Reynolds. Il y a aussi Gina Lollobrigida, qui joue Carla Vezzari. C'est le seul rôle féminin dans le film. Peter Lawford, lui, interprète le rôle du capitaine Greg Travis. Richard Johnson joue le capitaine Danny de Mortimer. Il y a aussi Charles Bronson qui apparaît dans un petit rôle, et il joue le rôle du sergent John Danforth. Donc on va maintenant passer à l'histoire. Donc le film, les capitaines Reynolds et De Mortimer ont pour difficile mission de résister aux Japonais près de Burma. Pour cela, ils disposent d'un groupe d'hommes aguerris, qui est plus apte au combat qu'à la discipline. Les affrontements sont toujours inattendus et pour le moins meurtriers. Mais les Américains tiennent bon et marquent des points. Un jour, les deux capitaines retournent à Calcutta pour chercher un médecin et des médicaments. Le médecin est aussi capitaine et se nomme Travis. Dans cette grande cité, Bill Ringa leur sert de chauffeur. Son ingéniosité, sa débrouillardise, son humour et sa quasi-absence de peur provoquent l'admiration des deux officiers qui vont décider de l'enrôler pour Burma. Lors d'une réception organisée par le puissant Nico Regas, le capitaine Reynolds tombe sous le charme de Carla Vezzari, une sorte d'aventurière aux fonctions assez mal définies. Il va tout de même devoir repartir au front, malgré tout, et de nouveaux combats vont éclater, et le soir de Noël, les Américains essuient une violente attaque des Japonais. À ce moment-là, Reynolds est blessé, et il doit être renvoyé à l'arrière pour être soigné. Donc dans un hôpital, il retrouve Carla, tout en se déléguant chef des malades lors d'un conflit interne à l'hôpital. Mais après forcément un bref séjour à l'hôpital, il va devoir rejoindre ses hommes là-bas à Burma. Ils attendent tous un important convoi qui est hélas victime d'une embuscade organisée par des pillards chinois. Tous les convoyeurs sont massacrés. Et malgré les très strictes directives qui lui ordonnent de ne pas traverser la frontière, Reynolds enfreint les règles et emmène sa troupe à la poursuite des pillards. Les Américains envahissent le village des bandits et découvrent l'énorme trafic dans lequel sont impliqués les Chinois, des véritables seigneurs de guerre. Un pillard blessé lors de l'attaque malheureusement tuer De Mortimer, ce qui va harasser Reynolds, va le rendre haineux, et il va finir par ordonner à son tour le massacre de tous les prisonniers. Cette désobéissance fait frémir l'état-major américain. Reynolds est rappelé à Calcutta et il est traduit en cour martiale. Seul le général Sloan le soutient et comprend son geste, ainsi que son amie Carla. Il tente d'expliquer à ses juges qu'il fallait mettre fin au pillage et au trafic, mais il craint d'être mal compris. Mais finalement, au moment du verdict, il est acquitté, sa conception triomphe. Voilà pour le film. Donc je vais passer aux anecdotes, il y en a pas mal, j'en ai relevé pas mal, donc c'est assez intéressant. La première, donc le succès du film est surtout dû à la présence d'un casting prestigieux, comme on a pu le voir au début. Il y a des grands noms du cinéma. Deuxième anecdote, il faut savoir que c'est la première collaboration entre Steve McQueen et John Sturges, qui se retrouveront quelques mois plus tard pour Les 7 mercenaires, film auquel participera aussi Charles Bronson, qui est présent dans le film, on l'a dit au début.
Ils se réuniront aussi de nouveau tous les trois pour La Grande Évasion en 1962. Donc c'est un réalisateur très important pour Steve McQueen, donc c'est lui qui lui a lancé sa carrière. Donc il lui est resté fidèle jusqu'à, on le sait, jusqu'au Mans, où ils se sont fâchés. Enfin bon, ça c'est une autre histoire dont on parlera plus tard. Une autre anecdote, il faut savoir que le tournage du film s'est déroulé sur les lieux mêmes de l'action, c'est-à-dire en Birmanie, au Cambodge, plus précisément à Rangoon ainsi qu'à Colombo, à Ceylan. Donc il faut savoir que c'est John Sturges qui a porté son choix sur Steve McQueen, parce qu'il l'avait vu dans la série Au nom de la loi. Au tout début du film, c'était Sammy Davis Jr. qui devait jouer le rôle du chauffeur de Bill Ringa, de Steve McQueen. Mais bon, c'était un grand ami, on le sait, de Sinatra. Il faisait partie du Rat Pack. Mais en fait, apparemment, il s'est désisté à cause d'une embrouille avec Sinatra, ou alors on dit qu'il a été retenu ailleurs. C'est selon les versions. Donc une autre anecdote sympa, dans un acteur de figuration, on aperçoit Mako, l'acteur asiatique Mako. Vous savez, il est connu, on le connaît, les fans de Steve McQueen le connaissent parce qu'en fait il jouera le coulis que Steve McQueen forme sur la canonnière du Yangtze. Donc c'est un petit détail sympa que j'ai voulu relever. Dans une autre anecdote, donc dans un des nombreux livres que je possède sur Steve McQueen, j'avais noté une anecdote que Steve relatait dans ce livre. Il dit, voilà ce qu'il dit: alors que j'étais en pleine concentration, Sinatra et Lawford se glissèrent derrière moi. Ils placèrent une espèce de pétard dont l'explosion me fit faire un bond de plusieurs mètres. Quelques temps plus tard, j'ai pris une mitraillette dont je me servais pour le film et je l'armais de balles à blanc. Tandis que Peter Lawford et Frank Sinatra et quelques autres s'éloignaient, j'ai crié « Frank !» Et quand ils se sont retournés, je vidais mon chargeur et j'ai vu alors en face de moi une rangée de visages blancs comme des cadavres. Ils ont vraiment cru que je tirais sur eux à balles réelles et qu'ils étaient morts. Donc inutile de préciser que Sinatra et McQueen ne vont plus s'adresser la parole que pour le strict minimum du film, en fait. Hein. Allez, je voulais maintenant parler un petit peu des doublages. J'aime bien faire cette petite parenthèse dans ma chronique parce que c'est très intéressant. Donc je vais relater un petit peu les gens qui ont doublé les acteurs principaux. Donc Frank Sinatra est doublé par Bernard Noël, un grand acteur français. Et qui faisait du doublage donc. Gina Lollobrigida, elle, est doublée par Julia Dancourt. Peter Lawford est doublé par Gabriel Catan. Steve McQueen est doublé par Marc Casso. C'est très intéressant, une belle voix, la voix de Paul Newman pour les gens qui aiment bien qui ont la passion du doublage comme moi. Marc Casso était un peu considéré comme la voix officielle de Paul Newman. Il en a fait tellement d'autres. Dans le film, Richard Johnson, lui, est doublé par Michel Roux. Charles Bronson est doublé par Henry Djanik, un grand nom du doublage aussi, un grand acteur. Curieusement, on aperçoit dans le doublage, quand on gratte un peu, que Jacques Thébault a participé au film. C'est étrange, parce qu'il double James Hong, qui joue le général Shao. Donc c'est assez étrange qu'on lui ait pas attribué le personnage de Steve McQueen. Donc voilà, c'est un mystère auquel je peux pas répondre. J'ai pas pensé à lui poser la question quand je côtoyais Jacques. Il aurait peut-être pas su non plus. Enfin bon, ça demeure un mystère pour moi. Mais enfin j'ai voulu relever cette anecdote assez sympathique. Voilà. Bah, le numéro 4 des chroniques Steve McQueen se termine avec ça. J'espère que ça vous plaît toujours. Donc je vais, malgré tout, poursuivre ce petit exercice qui me plaît bien. Pour un numéro 5, donc une chronique Steve McQueen numéro 5 est en préparation. Bah, j'enverrai ça, et puis bah, bien sûr, j'attends pour cette chronique numéro 4 vos sentiments, vos réflexions, vos commentaires, pour m'améliorer, s'il faut.
j'en suis certain même. Il faut certainement s'améliorer pour que les choses soient un peu plus pointues, mieux dites. Enfin voilà, la chronique numéro 4 est finie. À bientôt, merci pour votre écoute.